Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. C'est des choses qui arrivent vraiment. À New York, par exemple, il y a des informateurs qui ont été euh, poussés à devenir des informateurs et donc à espionner d'autres musulmans parce que elles avaient un statut migratoire fragile. La police de New York s'est rendu compte de ça et a appuyé là-dessus en disant nous, on peut vous aider ou on peut vous rendre la vie plus difficile. L'invité de la semaine que j'ai le grand plaisir d'accueillir est Ibrahim Bechrouri. Ibrahim est doctorant en sciences politiques et enseignant au John Jay College à New York. Dans cet épisode, on parle des effets néfastes que peut avoir l'utilisation de nos données personnelles sur Internet par les gouvernements et par les entreprises. Ibrahim nous décrit aussi comment se déroule la surveillance des musulmans, notamment à New York. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, c'est des théories du complot ou c'est un truc comme ça. On peut pas faire ça à quelqu'un. Et je me suis rendu compte qu'on peut faire ça à quelqu'un aux États-Unis et qu'on peut même faire ça à des centaines et des centaines de personnes, parce que c'est pas la seule personne à qui c'est arrivé. Et du coup, en fait, tout ça pour dire que ce genre de pratiques font qu'on sait dans les mosquées, parce que ces informateurs ensuite souvent doivent aller témoigner quand il y a procès, on sait dans les mosquées qu'il y avait des informateurs. On sait que la personne qu'on considérait comme un ami depuis 10 ans était en fait un informateur. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Ibrahim. Alaykoum salam wa rahmatullah. Comment ça se passe en ce moment avec le coronavirus? On en a déjà parlé juste avant, mais Alors moi, je vis juste à la frontière. Je vis dans le New Jersey. Je travaille à New York, mais je vis dans le New Jersey. Du coup, j'ai pu m'échapper à temps, entre guillemets. C'est un peu compliqué la situation, comme ça l'est en France. Après, le manque de réponses solides au niveau étatique, il joue plus qu'en France, j'ai l'impression, même si bon, quand je regarde la manière dont la crise a été gérée en France, c'est pas fameux non plus. Donc voilà. Mais sinon, alhamdoulilah, on reste à la maison, on essaie de rester, de rester en bonne santé, de bien manger, de bien dormir, etc. Et puis voilà, après, la râle, comme on dit. tu peux toujours travailler, hein. Je travaille en remote, tu donnes tes cours en ligne. Ouais. Alors, je donne des cours en remote du coup, ce qui est assez relou pour être franc. Mais pour le coup, c'est mieux que rien parce que enfin, il y a beaucoup de gens, et ça, c'est l'aspect qui est vraiment beaucoup plus délicat qu'en France. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur job. Et bon, tu as quelques filets de sécurité aux États-Unis, mais ils sont bien moins, on va dire, épais que ceux auxquels les personnes ont accès en France. C'est Du clair. coup, c'est assez chaud pour certaines personnes qui se retrouvent dans des situations où elles n'ont pas les moyens de payer leur loyer, leurs Ouais. factures, à manger, etc. Du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout que les salaires, surtout pour les gens qui vivent à New York, et dont les salaires couvrent à peine les dépenses et qui n'ont donc pas d'économie, quoi. Les loyers sont super chers en plus. Super cher, vraiment, vraiment, vraiment super cher. Donc c'est compliqué. Ils essaient de mettre en place des aides au niveau local, mais il y a d'une part il y a un manque de volonté politique pour avoir des aides conséquentes qui sont reversées aux gens, mais il y a aussi l'impossibilité d'avoir une réponse uniquement locale. Ça devrait être l'État fédéral qui devrait injecter beaucoup plus d'argent dans les personnes. Il y a un chèque, je crois, de $1 200 qui est prévu pour chaque personne, mais c'est un chèque, enfin, c'est un versement unique, c'est pas tous les mois. Et 1200, c'est pas du tout comme 1200 euros en France, ce serait, enfin, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct, on va dire. Mais ici, 1200, c'est vraiment pas grand-chose. Si tu vis à New York, il faut au moins avoir un salaire de 4 à 5 000 $, à part si tu vis en HLM. Ouais. Pouvoir louer, vivre correctement, etc. Quoi. C'est vraiment très très cher le coût de la vie à New York. Tu nous facilites. Amen. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, ok. Alors, avant, comme tu l'as dit, je m'appelle Ibrahim Bechrouri. Une seconde, Ibrahim. Ouais. Tu touches un petit peu le micro de temps en temps et ça fait des grésillements. Donc, Ok, je sais peut-être pas si j'enlève. Est-ce que c'est mieux là? c'est différent, mais il n'y aura pas de grésillements. Donc, Ok. Donc, je m'appelle Ibrahim Bechrouri, j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Je suis doctorant à l'Institut français de géopolitique et enseignant à John Jay College, qui fait partie de la City University of New York, l'université de la ville de New York.
Et du coup, moi, je travaille sur les stratégies antiterroristes et leurs effets sur les communautés ciblées. À côté de ça, j'ai aussi eu un rôle, et j'ai encore un rôle dans le champ activiste. J'ai été porte-parole du CCIF de manière très brève, non pas parce qu'il y a eu un souci quelconque, mais parce que j'ai dû ensuite aller aux États-Unis, parce que je me suis marié à une américaine et du coup, j'ai dû aller la rejoindre là-bas pour qu'elle finisse ses études. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier les sciences politiques? Euh, Ce qui m'a donné envie de l'étudier, c'est que j'ai assez rapidement compris, je pense, que la politique était importante, mais j'ai aussi très vite compris que je voulais pas me lancer moi-même en politique, mais que je voulais plutôt comprendre comment ce champ de nos vies, de nos sociétés, fonctionnait et comment il pouvait être déconstruit pour mieux le comprendre. Et surtout en dégager les aspects qui ne sont pas forcément évidents, mais sont cruciaux pour comprendre comment fonctionnent nos sociétés. Ça a été quelque chose qui m'a vraiment passionné depuis très longtemps. Parce que je pense que c'est la même chose dans pas mal de familles arabes en tout cas. La discussion euh, sur les sujets politiques, c'est quelque chose de naturel. Et même quand j'étais très jeune, quand j'avais 10, 12 ans, j'étais déjà en train de discuter politique avec mes oncles, qui se foutaient de ma gueule, bien sûr, à l'époque. Mais c'était quand même un truc qui, pour moi, était important, quoi. C'était on va dire, un genre de lien aussi qui permettait d'avoir des discussions que je trouvais intéressantes avec les gens, qui étaient des discussions qui n'étaient pas juste banales ou, tu vois, ennuyantes, à mon avis. Mhm. Donc ouais, c'est ça qui m'a donné envie de me diriger vers les sciences politiques. Qu'est-ce que tu trouvais intéressant dedans dans les sciences politiques? Euh, alors, il y a plusieurs choses. Moi, ce qui m'a intéressé particulièrement dans les sciences politiques, c'est ce qu'on appelle political sociology. Donc, en fait, Mhm. c'est les grandes théories des sciences politiques, ces grandes théories de nos sociétés, etc. Et les premières fois où j'ai été, on va dire, vraiment sensibilisé à ces théories-là, c'était au lycée quand je faisais ES, et qu'on a vu en fait, des grandes clés d'explication de ce qu'était le monde, de ce qu'étaient nos sociétés, et qu'elles m'ont parlé, tu vois. Et que je voyais en plus qu'il n'y en avait pas qu'une, qu'il y en avait plusieurs, qu'elles pouvaient rentrer en conflit, et qu'il fallait peut-être, tu vois, apprendre à soit les réconcilier, soit à les faire dialoguer les unes avec les autres. Du coup, ça, c'est un truc qui m'a qui m'a vraiment tout de suite accroché. Euh, Après, par la suite, je me suis passionné vraiment pour le travail de Michel Foucault en particulier, que certains qualifieraient d'historien ou de philosophe, etc. Mais il a un apport extrêmement important pour la sociologie politique, political sociology, et en particulier sur les questions de surveillance, qui m'ont intéressé en particulier après le 11 septembre, qui ont commencé à m'intéresser en particulier après le 11 septembre, où je commençais à avoir accès à Internet et je voyais qu'il y avait pas mal de choses qui se disaient sur la surveillance. Je regardais aussi, je me rappelle, j'avais regardé le film qui s'appelle Ennemi d'État avec Will Smith. Ouais. Un film assez ouf où Will Smith il est suivi par des satellites et tout, tu vois, c'est un peu un truc de ouf. Et tu vois, je me posais la question, est-ce que des satellites peuvent me voir, etc. Tu vois, j'avais genre 13 piges peut-être, tu vois, j'étais plutôt jeune, mais je me posais déjà ces questions. Et malheureusement, quand tu te poses ces questions assez jeunes et que tu as accès à Internet, tu vas souvent tomber sur des trucs un peu chelous, théorie du complot, etc. Tu vois, donc, je lisais pas mal de trucs comme ça. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tu n'as pas besoin de toutes ces théories du complot pour expliquer ce qu'il se passe dans le monde. Même pour, si tu as envie d'être révolté contre le monde, tu n'as pas non plus besoin de toutes ces théories du complot. Tu as plein de choses, en fait, de faits avérés. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des théories qui sont plus ou moins solides. Et tu as plein je disais, t'as plein de faits avérés, en fait, qui te mènent à comprendre qu'effectivement, il y a des choses assez problématiques qui se passent dans nos sociétés, notamment en termes de surveillance.
Mhm. et que la manière dont, par exemple, on dépend de plus en plus des technologies qui nous entourent joue en fait contre nous à bien des égards. On a l'impression qu'elle joue pour nous, mais elle joue contre nous à bien des égards. Par exemple. Bon, si je prends l'exemple le plus simple, on utilise tous, enfin on utilise, il y en a pas mal d'entre nous qui utilisent par exemple YouTube pour regarder des vidéos et qui ont un compte Oui. Google qui est lié à leur compte YouTube. Donc on regarde toutes ces vidéos, etc. Et puis il y a des algorithmes qui font en sorte qu'on reste attaché à ces applications, YouTube là en particulier pour l'exemple. Donc on perd énormément de temps sur ces applications. On passe, moi je me rappelle, j'ai pu passer des fois 2-3 heures sur YouTube, tu vois, qui est ridicule. Tu vois, j'aurais regardé des vidéos en plus qui servaient pas à grand chose. Il y a des contenus intéressants, hein, mais Mhm. il y a beaucoup de vidéos aussi qui servent pas à grand chose. Et en fait, plus tu restes sur YouTube, plus l'algorithme va te diriger vers ces vidéos qui sont catchy, mais qui au final ne servent pas à grand chose. En fait, le titre va Oui. t'attirer, mais au final, elles ne servent pas à grand chose. Ça prend un moment pour comprendre ce genre de mécanisme. On s'en rend pas compte immédiatement. Et du coup, ce truc joue contre nous parce qu'il bouffe notre temps. Et il bouffe notre temps, pas juste parce que pour nous apporter un genre de plaisir, de satisfaction, parce qu'on clique et rapidement, on a une vidéo qui arrive, on a l'impression qu'on apprend quelque chose, qu'on regarde quelque chose d'intéressant, etc. Elle nous pompe aussi nos données. C'est-à-dire que les données qu'on distribue à ces applications, YouTube en particulier, Mhm. vont être récoltées et analysées pour mieux vendre du contenu sur YouTube, mais vendre aussi des produits par la suite. Elles vont être revendus à d'autres, comment dire, d'autres entreprises qui vont Oui. pouvoir cibler nos intérêts, etc. En fait, il y a un très bon livre de Bernard Harcourt qui explique ça, qui s'appelle Exposed. Je crois qu'il vient d'être traduit en français en plus. Bernard Harcourt, La Société de l'Exposition. Et tu as aussi un autre livre qui est cette fois-ci juste en anglais et qui parle plus de l'aspect surveillance et capitalisme, qui s'appelle Surveillance Capitalism par Shoshana. Donc ces deux livres, ils expliquent cette relation très bien, cette manière dont ces applications, etc., elles jouent sur notre désir, quoi. Elles jouent sur notre volonté d'avoir du plaisir, du contenu, etc., de montrer nos vies aussi, si on prend l'exemple de Facebook, d'Instagram, etc. Et au final, en fait, elles récoltent nos informations de manière massive et les partagent même parfois avec nos gouvernements qui utilisent non pas seulement non pas ces données pour faire du profit, mais pour dresser des profils d'individus et mieux assurer le contrôle social des populations. D'accord. Et du coup, le fait de savoir, d'apprendre tout ça et de savoir tout ça, est-ce que toi, ça a un impact sur tes choix de vie? Parce que tu continues à utiliser, par exemple, tous ces outils-là. C'est quoi l'impact du coup qu'il y a derrière? Parce qu'on est tous au courant de toutes ces applications, WhatsApp, applications Facebook, tout ça, YouTube. En général, c'est les mêmes sociétés qu'il y a derrière, hein, Google, Facebook, tout ça. Enfin, en général, soit on le sait, mais on se dit, bon, de toute façon, on n'y peut rien. Soit vraiment les cas, les hardcore, bah, ils vont se dire: «OK, je vais arrêter d'utiliser tout ça, je vais utiliser Telegram, je vais utiliser des outils, des applications qui, aux dernières nouvelles ne sauvegardent pas nos données». Hem, Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Alors, juste avant de répondre, Telegram, par contre, c'est une application qui a été beaucoup on va dire, montée en épingle. Je ne sais pas si ça se dit. Je perds mon français des fois. C'est une application qui a été vue comme le pinacle de la sécurité et des applications qui ne partagent pas nos données, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas, comme ce n'est pas le cas pour Zoom d'ailleurs. C'est des applications qui ne sont pas si bien encryptées que ça, qui n'ont pas de problème à récolter les données de leurs utilisateurs. Une application qui est bien dans le genre Telegram, c'est Signal. Donc, si il y en a qui veulent se mettre sur Signal, ils peuvent se mettre sur Signal. Mmh. Et je pense que c'est pas un problème. Par D'accord. contre, il faut être prudent sur les raisons pour lesquelles on se met sur Signal. Si on se met sur Signal pour aucune raison, ça peut justement attirer l'attention de services de renseignement, par exemple. D'accord. On doit se mettre sur Signal parce on a une raison de le faire. Parce que, par exemple, on est avocat et qu'on veut protéger les communications qu'on a avec nos clients, par exemple. Ou qu'on D'accord. est journaliste, qu'on veut protéger nos sources. Ou qu'on est chercheur et qu'on veut protéger nos sources, par exemple. Mais aller sur Signal pour aller sur Signal, c'est peut-être pas toujours une bonne idée. Mais en même temps, si c'est un choix qui est fait en connaissance de cause, en sachant que ça peut quand même alerter des services de renseignement,
ça peut être un choix tout à fait raisonnable dans le sens où oui, on n'a pas trop envie, enfin moi en tout cas, j'ai pas trop envie que tout le monde ait accès à mes données. Pour répondre à ta question maintenant, moi je suis un peu entre les deux. J'ai envie d'arrêter d'utiliser tous ces trucs, Facebook, Instagram, etc. Et j'ai vraiment ralenti le rythme auquel je les utilise. C'est-à-dire que je reste jamais connecté sur ces applications, parce que c'est aussi une manière de rendre l'application plus attractive, de nous permettre de rester connectés. On clique, on fait enfin, même pas un clic, en fait, un toucher sur le téléphone ouvre l'application directement et nous permet d'y accéder. Donc ça crée de la facilité. Et donc on a une facilité à aller sur ces applications. Moi, je conseille à toutes les personnes qui veulent se détoxifier, enfin, en sortir un peu, de commencer par se déconnecter après chaque utilisation. Parce que ça demandera à notre esprit en fait, de rentrer le mot de passe et l'identifiant à nouveau. Ça, déjà, c'est une étape dans laquelle on peut faire marche arrière et se dire ah ouais, non, en fait, j'ai pas vraiment besoin de l'utiliser maintenant. Alors que quand on clique sur l'application, presque par réflexe, qu'elle s'ouvre, on est déjà dessus, on est déjà aspiré dedans. Moi, j'ai une autre stratégie. En fait, j'ai supprimé l'application. Et quand je vais aller sur Facebook, je vais sur l'application Safari, tu vois, de mon iPhone. Tu vois, l'interface est toute pourrie. Parce que ça, tu vois, ça me donne moins envie d'y aller. Je fais la même chose pour Facebook, pour Instagram. C'est pas aussi facile, du coup, je me déconnecte. Je conseille aux gens qui veulent s'en sortir un peu, même si ces personnes se connectent via Safari ou Google Chrome à leur compte, je leur conseille de se déconnecter autant qu'elles peuvent après chaque utilisation. Parce que même là, ça rendra l'accès à l'application plus difficile. Et donc, donc l'accès de l'application à nos données, à nos pensées, plus difficile. Donc moi, je suis un peu dans cet entre-deux, dans le sens où je me dis, et j'ai peut-être tort, que j'ai besoin de tout ça. Que j'ai besoin de Gmail, que j'ai besoin de Facebook, que j'ai besoin de YouTube, que j'ai besoin d'Instagram, parce qu'il faut que je partage ma recherche, les événements auxquels je suis invité, parce que certains de mes étudiants utilisent également du coup Gmail et que c'est plus simple pour moi de communiquer avec eux et elles par Gmail que via comment on appelle ça, le Outlook qu'on a directement sur notre système intra-université. Je me convainc peut-être que j'ai vraiment besoin de ces outils, mais je me convainc peut-être que j'ai besoin de ces outils, donc je les garde. Mais je conseille à toute personne qui n'a pas besoin de ces outils de les désinstaller en fait. Si une personne est dans une activité où elle n'est pas dans le besoin d'être sur Facebook, etc., désinstaller le maximum d'applications, supprimer le maximum de comptes. Un truc qui est sympathique, par exemple, c'est WhatsApp, parce qu'on peut rester en contact avec nos familles, nos amis, etc., via des groupes de discussion. Ça, je pense que c'est un truc que je ne supprimerai pas. Mais si je change de profession à un moment donné et que je me rends compte que j'ai plus besoin de Facebook, etc., tout ça, ça ira à la poubelle. Et je conseille aux personnes qui peuvent le faire de le faire. Je l'ai fait à un moment de ma vie quand j'étais encore étudiant. J'ai supprimé mon compte Facebook et ça m'a dégagé. Et je fais pareil. Tu as supprimé Facebook aussi? J'ai supprimé, je l'ai réinstallé plus tard. Ouais. Je pense qu'on a le même parcours. J'ai dû revenir sur Facebook malheureusement pour trouver un appart à New York. Ça, c'est marrant aussi. Mais... Ouais, Facebook, surtout quand tu es expat, Facebook, c'est tellement pratique. Il y a tellement de groupes locaux et tout. Et c'est devenu aussi un facteur de confiance presque. Tu sais, quand les gens te rencontrent, qu'ils te demandent ton Facebook, c'est une manière de vérifier aussi que quelqu'un d'entre guillemets, hein, j'aime pas ce mot, mais entre guillemets normal, quoi. Et donc ça, moi, il y a certains proprios qui me demandent Facebook. Voilà, quoi, j'avais pas de Facebook, donc j'en ai recréé un. J'ai ajouté 200 personnes que je connaissais, je l'ai envoyé. J'ai mis 3-4 photos et c'est tout. Terminé. Par rapport justement à cette donnée-là, est-ce que vraiment c'est quelque chose de si mauvais que ça, de partager ces données? En tout cas, personnellement, je me dis, idéalement, je préférerais ne pas partager mes données. Mais bon, vu à quel point les outils genre WhatsApp, tout ça sont utiles pour moi, voilà, enfin, ils font ce qu'ils veulent de mes données, j'en ai rien à faire, ça ne change pas ma vie en fait. Est-ce que j'ai tort de réfléchir comme ça? C'est un peu le même débat que le débat si on n'a rien à cacher, on n'a pas à se soucier de la surveillance. Et si la surveillance en plus apporte de la sécurité, c'est tant mieux. Alors, déjà, moi, je voudrais commencer par dire que ces apps, ces applications, etc., ne sont pas gratuites. Elles ne sont pas gratuites parce qu'on le paye avec nos données, qui ont vraiment énormément de valeur pour ces entreprises.
Par exemple, je peux donner l'exemple de General Motors, ici aux États-Unis, qui fait des voitures, hein, c'est Mhm. Ford, etc., qui, dans le nouveau CEO, donc PDG, Mhm. réoriente une grande partie de l'activité de General Motors vers la collecte de données. Créer des voitures intelligentes, non pas parce que c'est juste sympa pour l'utilisateur, mais aussi parce qu'en fait, ça permet de récolter des données que General Motors pourra revendre par la suite. Donc, ce pas des applications ou des outils qui sont réellement gratuits. C'est comme des gens qui me disent ah, moi j'ai pris, je viens d'avoir un Google Home gratuit ou Mhm. un Amazon, je sais plus c'est quoi chez Amazon, je crois que c'est Alexa. Alexa. Mhm. Je vais avoir un Alexa gratuit, etc. C'est pas gratuit en fait, c'est juste que ce genre d'outils qui enregistre de manière quasi permanente, en tout cas qui écoute de manière quasi permanente au sein du logement d'un individu, c'est un outil de récolte de données incroyable pour ces compagnies, pour Google, pour Mhm. Amazon, etc. Donc c'est cette idée de la gratuité, il faut, je pense, un peu l'oublier. Après, on peut se dire oui, c'est très utile, et puis moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on prenne mes données, qu'on utilise mes données même parfois pour me faciliter la vie, pour me proposer des produits dont j'ai besoin. Je suis content de voir les pubs. On me dit ah ouais, là tu as besoin peut-être de racheter des, comment on appelle ça, des chambres à air pour ton vélo, parce qu'en général tu les changes tous les 3 mois parce que tous les 3 mois ça crève. Moi je suis très Mhm. content de ce système, etc. Ce système qui me connaît mieux que moi-même peut-être, et du coup ça m'arrange. Mais à ça je répondrai que même pour les personnes qui voient ce genre de publicité comme quelque chose de pratique, euh, les données ne sont pas simplement récoltées pour ça. Et pour aller vers l'autre débat, on a tous quelque chose à cacher. Il y a chez chacun d'entre nous, c'est pour ça qu'on a une sphère privée, c'est pour ça d'ailleurs que la vie privée, c'est quelque chose d'extrêmement, et le respect de la vie privée, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la théologie musulmane. On a tous des choses à cacher, des choses qu'on ne voudrait pas montrer, des choses qui font partie de nous et qu'on n'aimerait pas partager avec le plus grand nombre. Et le problème de tout ça, c'est le risque que ça pose, le risque immédiat que ça pose, parce que c'est des choses qui peuvent arriver maintenant, aujourd'hui, et je vais donner des exemples, mais c'est aussi le Mhm. risque à long terme si ces outils tombent entre les mains d'États, d'institutions, de compagnies, d'entreprises qui ont des buts particulièrement, on va dire, j'ai pas envie de dire, je veux dire nefarious en anglais, mais c'est maléfique en français, ça le fait pas. Qui ont des buts particulièrement, on va dire, mauvais pour nos sociétés et pour nous-mêmes en tant qu'individus. Je vais donner un exemple de choses qui se passent, par exemple, maintenant. D'accord. Deux exemples. Je vais donner un exemple pour les entreprises et un exemple pour les États. Donc, les États-Unis, depuis le 11 septembre, même avant le 11 septembre, en termes de surveillance, et un truc qu'ils ont toujours fait de manière assez poussée, c'est de cultiver des réseaux d'informateurs dans le monde. C'est pas Mhm. de la récolte de données électronique, c'est de la surveillance analogue, de personne à personne. Mais on peut aussi étendre ça à la surveillance de données, à la manière dont les données peuvent dire quelque chose sur vous. Savoir que les États-Unis, au Moyen-Orient, pour développer ce réseau d'informateurs, pour amener des personnes parfois haut placées à travailler pour les États-Unis en tant qu'informateur pour le Mhm. département d'État, pour la CIA, pour le FBI, etc. Ils utilisent parfois des moyens de pression qui leur sont mis à disposition par cette récolte de données, par cette récolte d'informations, qu'elles soient physiques ou digitales. Et parmi ces données, par exemple, il y a l'identité sexuelle de certaines personnes. Par exemple, certaines personnes qui sont mariées avec une femme, mais qui ont une préférence pour les hommes au niveau de leur sexualité. Et Mhm. on va aller voir ces personnes et menacer de révéler ce qu'elles ont à cacher si elles ne travaillent pas pour elles, de le révéler à leur famille, de le révéler publiquement aussi, pour que ça endommage leur crédibilité. Mhm. Même chose pour des personnes qui vont tromper leur conjoint ou leur conjointe.
Même chose pour des personnes qui vont fréquenter des sites internet pornographiques, etc. Ça, c'est un truc déjà sur lequel un État peut pousser, un bouton sur lequel peut pousser, des choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Hein. Et ça peut être autre chose. Là, je prends des exemples. Ça, c'est pas des films, hein, ça arrive vraiment. Comment? Non, non, ça arrive vraiment. C'est en partie l'objet de ma recherche. C'est des choses qui arrivent vraiment. À New York, par exemple, il y a des informateurs qui ont été poussés à devenir des informateurs et donc à espionner d'autres musulmans. Parce que elles avaient un statut migratoire fragile. Et la police de New York s'est rendu compte de ça et a appuyé là-dessus en disant nous, on peut vous aider ou on peut vous rendre la vie plus difficile parce qu'on a des contacts chez ICE, qui est le service de l'immigration aux États-Unis. Il y a d'autres exemples où un mec qui a été arrêté parce qu'il avait fumé de la beuh, je crois. Donc, il a été arrêté en possession de marijuana. On lui a dit, bon, soit tu bosses pour nous, soit on te met en prison. C'était une menace un peu en l'air parce qu'on ne pouvait pas le mettre en prison si facilement. C'était la première fois qu'il était arrêté. Mais surtout, on le dira à tes parents. On en informera tes parents que tu avais de la weed sur toi. Et donc, le gars a travaillé pour le PD pendant 8 mois avant de se dénoncer lui-même sur Internet parce qu'il n'en pouvait plus de bosser pour une entité qui espionnait des musulmans pour rien. Les musulmans, les associations d'étudiants musulmans, etc. Et qui n'avait aucun projet lié à la violence politique, par ailleurs. Donc ça, c'est ce que peut faire l'État. Quand on regarde du côté des entreprises, il y a un exemple assez intéressant, c'est celui, je crois que c'est Amazon. Je ne suis pas sûr que c'est Amazon, mais je crois que c'est Amazon. Et c'est un exemple assez connu. C'est l'exemple d'Amazon qui commence à envoyer des commercials, des pubs, en fait, au domicile d'une personne et des pubs en lien avec la maternité. Donc, vêtements pour bébé, des trucs qui peuvent t'aider pendant la grossesse, etc., etc. Et donc, il y a un gars qui reçoit ça, il ne comprend pas trop et tout. Et en fait, sa fille s'est rendue compte, quelques mois après, qu'elle était enceinte. Et elle était enceinte depuis déjà 4 ou 5 mois. Et la manière dont Amazon a détecté, ou en tout cas cette entreprise, je ne me rappelle plus c'est quelle entreprise, mais je crois que c'est Amazon, a détecté que cette personne était enceinte avant même qu'elle-même le sache, c'était via le fait qu'elle avait commencé à se diriger vers des shampoings en fait, qui n'avaient pas d'odeur. Et en général, c'est des femmes enceintes qui se dirigent vers ces shampoings sans odeur parce qu'elles ne supportent plus l'odeur du shampoing. Parce qu'en fait, il y a des algorithmes hyper sophistiqués qu'il y a derrière qui permettent de classer en fait, les recherches et d'identifier un peu pourquoi les gens font des recherches. Exactement, et je pense que tu en sauras sur l'aspect technique, tu en sais encore plus que moi, j'imagine. Mais en gros, oui, c'est des algorithmes qui détectent certains comportements et en tirent des conclusions. Et donc, c'est assez flippant, moi, je trouve, quand tu es dans ce genre de situation, tu as une grossesse et que tu n'es même pas au courant de cette grossesse, que ton père, en fait, soit au courant avant toi via Amazon. Et c'est assez flippant de savoir que ces entreprises peuvent déduire ce genre de choses de par les informations qui filtrent de nos données. C'est quand même assez effrayant parfois. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. L'idée de base, c'est que ces entreprises extrapolent à partir des données des clients pour pouvoir vendre leurs produits derrière. Eux, ils s'en fichent de ce qui se passe après, de quel impact ça peut avoir sur ta vie privée, sur ta famille ou sur tes amis. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre. Complètement. Et puis c'est aussi un système un peu vicieux où Shoshana Zuboff, dans son article, elle parle d'une conversation qui a eu lieu je crois que c'est une entreprise australienne. Mais c'est une entreprise australienne qui parlait avec des institutions, il me semble. Et il parle en fait de la manière dont cette entreprise sait quand une personne assez jeune a besoin d'un coup de boost en termes d'ego. Et du coup, on va lui envoyer des pubs relatives à, une veste en cuir qui est plutôt cool, tu vois, qui va lui permettre de se sentir bien dans sa peau, etc. Ça, c'est un truc qui peut être néfaste dans le sens où ça peut pousser des gens à l'achat, qui peuvent nous pousser à acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. Mais au-delà de ça, en fait, cette entreprise parlait à des institutions pour leur expliquer que les outils qu'elles utilisaient pouvaient être mis à disposition
des institutions, ou en tout cas de partis politiques, pour servir des buts politiques. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire Cambridge Analytica. Je pense que tu as Ouais, entendu parler, où ces données ont été récoltées pour identifier des profils de personnes qui n'étaient pas encore convaincus politiquement par la droite, des partis de droite ou des partis de gauche, je simplifie, et pour les orienter dans une certaine direction. Donc en leur envoyant des messages et en faisant en sorte que donc des publicités, mais en faisant également en sorte que certains des contenus auxquels ces personnes avaient accès sur Facebook étaient orientés d'une certaine manière pour les convaincre au fur et à mesure, jour après jour, à chaque fois qu'elles allaient sur Facebook, d'une certaine vision de la réalité. Et du coup, il y a un risque également pour nos sociétés et nos démocraties. Cambridge Analytica, c'est vraiment un des cas les plus extrêmes, je pense. Pour expliquer un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui a été débauchée par des clients pour pouvoir influencer plusieurs élections et qui ont réussi d'ailleurs grâce à leurs outils d'influence sur Facebook ou sur d'autres outils comme ça. Et moi, je pense que c'est effectivement un exemple extrême, mais je pense que ça n'est pas non plus c'est pas anecdotal. C'est pas un bug dans la matrice. Je pense que c'est quelque chose qui va malheureusement se systématiser sous différentes formes, peut-être un peu plus subtiles aussi, pour éviter d'avoir à faire face à des conséquences. Cambridge Analytica, je crois que ils sont finis en tant qu'entreprise aujourd'hui. Ouais. Facebook, par contre, a plutôt bien résisté, même s'ils ont perdu des utilisateurs au moment du scandale. Ils ont plutôt bien résisté. Ils ont pas, même si Zuckerberg a été interrogé par le Congrès américain, il n'a pas subi de conséquences personnellement, et Facebook n'a pas subi de conséquences personnellement, en tout cas de conséquences venant d'institutions. Mais ils ont eu un mauvais coup de pub, effectivement. Pour conclure par rapport à ce sujet, est-ce que tu penses qu'il faut se défendre par rapport à ça? Il faut arrêter d'utiliser certains outils? Est-ce qu'il faut créer d'autres outils qui soient plus sécurisés? Est-ce que chacun est responsable par rapport à ces informations et devrait agir par rapport à ces informations? Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, une solution que je trouve marrante, pas forcément intéressante, mais marrante, c'est de privatiser ces données. Donc, il y a des personnes aux États-Unis qui ont privatisé leurs données. Donc, leurs données, c'est un domaine privé. Par exemple, c'est l'entreprise Ibrahim Béchrouri qui gère les données d'Ibrahim Béchrouri. Et si une entreprise veut récolter ces données, elle doit payer pour récolter ces données. Et elle doit reverser du coup de l'argent à l'entreprise Ibrahim Béchrouri pour la gestion des données d'Ibrahim Béchrouri. Et donc, il y a certaines personnes avancent l'idée et ça va un peu avec le revenu universel parfois, c'est l'idée d'une dividende pour les données des personnes. On donne ces données gratuitement. Elles dépassent largement leur valeur dépasse largement le coût d'opération de ces médias sociaux, etc. Et on devrait du coup recevoir une prime à la donnée à chaque fois qu'on utilise Facebook, etc. Donc ça, c'est une idée que je trouve marrante. Pour moi, c'est pas la plus intéressante parce que ça perpétue le même système. Ça permet simplement d'en profiter un peu plus, on va dire. Je pense qu'il y a toujours une part de responsabilité individuelle. Comment on utilise nos données, quelle application on utilise, etc. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut une réponse collective. Je pense pas qu'on puisse, c'est comme, pour moi, c'est un peu comme le changement climatique. Je pense pas qu'on puisse convaincre chaque personne dans le monde, ainsi que chaque entreprise individuellement, d'abandonner des pratiques qui sont néfastes pour nos sociétés, notre environnement, etc. Je pense qu'il faut une réponse qui vienne de l'État et qu'il faut des régulations sur la manière dont ces données peuvent être utilisées, etc. Des régulations très fortes. Le problème de ce genre de solution, c'est que d'une part, il faut un certain degré de volonté politique pour les mettre en place. Il faut être dans dans un état d'esprit où on est prêt à s'attaquer aux géants que sont Facebook, Google, etc. Mais aussi, la réponse étatique, elle a tendance à être toujours un peu en retard. Parce que la réponse étatique prend du temps à arriver. Et de nouvelles manières de collecter les données, de nouvelles manières d'utiliser le temps qu'on donne à ces applications, etc., sont mis en place de manière assez rapide. Et du coup, les législations ont du mal à accrocher
à ce genre de progrès qui sont faits dans la collecte de données, etc. Ou comment on appelle ça, loopholes, de failles qui sont trouvées par ces entreprises, les législations qui sont mises en place. Par exemple, l'Union européenne, me semble, a mis en place, je crois que c'était à l'échelle de l'Union européenne, a mis en place cette législation qui maintenant nous fait accepter d'avoir des cookies quand on va sur certains sites, etc. Oui, RGPD. Ouais. Et il y a certains sites qui ne donnent pas accès à leur site si on n'accepte pas, ou en tout cas si on n'accepte pas une partie. Ça, c'est une manière que ces sites internet ont trouvé de détourner, ou en tout cas de contrecarrer cette loi. Et il y a aussi également, il faut garder à l'esprit que les cookies, c'est pas tout, mais qu'il y a d'autres moyens pour ces entreprises de collecter nos données quand on navigue sur leur site internet. Ok, je voulais revenir un peu sur ce que tu fais actuellement. Donc, tu fais des travaux sur les stratégies de contre-terrorisme de la police de New York. C'est bien ça? Est-ce que tu peux un peu expliquer ça consiste en quoi? Alors, c'est assez vaste, hein. Mais si je dois me concentrer sur le centre du centre de mon doctorat, je m'intéresse vraiment à la manière dont, après le 11 septembre, la police de New York s'est un peu sentie mise à l'écart par le FBI et la CIA, qui avaient des informations mais qui ne les ont pas partagées, a décidé de mettre en place sa propre capacité d'antiterrorisme, sa propre cellule unité antiterroriste au sein de la police de New York. Et cette unité antiterroriste, elle fait beaucoup de choses. Il y a des agents qui ont de l'équipement militaire qui patrouillent à New York pour dissuader les gens. Il y a des caméras de surveillance qui sont utilisées. Il y a comment on appelle ça, de la surveillance qui se fait sur les médias sociaux, avec des modèles qui sont construits, ou si on connaît quelqu'un qui est suspecté d'être radicalisé, par exemple, on est jugé nous-mêmes comme potentiellement radicalisé ou en phase d'être radicalisé, etc. Ça, on peut en parler aussi de la radicalisation et de ce que veut dire ou ne pas dire ce mot qui est utilisé à tout va. Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est la manière dont la police de New York a recruté un réseau d'informateurs au sein des communautés musulmanes, un réseau d'informateurs extrêmement important, qui s'ajoutait au réseau d'informateurs qui avait été recruté par l'UFBI et qui était également extrêmement important. Les estimations en général, c'est qu'aux États-Unis, il y avait un informateur pour entre 96 et 300 musulmans. Donc, si tu es dans une mosquée, il y a probablement un informateur dans la mosquée. Et c'était d'ailleurs l'objectif du NYPD, c'était de mettre un informateur dans chaque mosquée, dans un rayon de 200, pas seulement dans la ville de New York, donc dans leur juridiction, mais dans un rayon de 200 miles autour de la ville de New York. Et des informations que j'ai récoltées et qui ont été leakées par la presse, qui ont été transmises par la presse au sujet de ce programme, sans l'accord du NYPD, hein, c'était des choses qui devaient rester secrètes. Ils sont même allés au-delà de ces 200 miles. Donc, c'est un programme de surveillance analogue, pas électronique, mais analogue, tentaculaire, qui a été mis en place et qui a créé, d'une part, aucune information permettant de combattre le terrorisme. La police de New York affirme avoir arrêté 13 attentats terroristes, mais quand on regarde la liste, on se rend compte que ce n'est pas le cas, pour plusieurs raisons. Mais surtout, l'autre impact que ça a eu, c'est de créer énormément de méfiance et de suspicion au sein des communautés, qui se savaient surveiller avant même que la presse ne révèle que le NYPD surveillait les musulmans de cette manière, et qui donc ont été largement fragilisés par cela. Dans le sens où, pour créer une communauté, il faut être dans la capacité d'avoir confiance en l'autre. Et si on n'a pas confiance en l'autre, si on pense que tout un chacun peut être un informateur, que tout un chacun peut bosser pour le NYPD, etc., ça tend à fragiliser les communautés, à limiter leur capacité à travailler ensemble. Au-delà de ça, à mon avis, les communautés musulmanes étaient touchées encore plus particulièrement
parce que, et je l'ai dit plus tôt, la théologie musulmane, islamique, met l'accent sur la vie privée, mais met également l'accent sur le fait qu'il ne faut pas suspecter son co-religionnaire, qu'il ne faut pas avoir de la suspicion pour un autre musulman. Et il y a des exemples extrêmement probants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montrent ça. Si on pense à Abdullah ibn Ubay, qui beaucoup d'analystes est considéré comme étant possiblement, très probablement un hypocrite qui s'était converti à l'islam, mais principalement pour être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, pour faire exactement ce qu'un informateur fait aujourd'hui, c'est-à-dire donner des informations à une entité qui leur veut du mal. En l'occurrence, c'était les Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais publiquement dit qu'il était un hypocrite ou qu'il était un munafiq ou qu'il était en train de les espionner, et a même prié sur sa tombe après le jour de son enterrement. Donc c'est donc Allahu a'lam, comme je suis pas théologien, je préfère rajouter Allahu a'lam derrière, mais c'est le fruit de mes recherches que je partage là. Et cette idée qu'il n'est pas bon de suspecter son prochain, c'est présent au sein des communautés musulmanes. Et donc, elles sont prises dans un truc où elles vont suspecter certaines personnes, mais elles ne vont pas pouvoir confronter ces personnes ou même en parler plus globalement, vont pas se sentir d'en parler plus globalement avec d'autres personnes dans la communauté ou avec des avocats, etc. Parce qu'elles se disent que c'est suspecter un autre musulman, et que suspecter un autre musulman ou propager des rumeurs, encore pire, si on en parle à d'autres gens dans la communauté, propager des rumeurs à son sujet, c'est comme manger la chair morte de son frère. Oui. Donc c'est assez, comment dire, c'est assez compliqué pour beaucoup d'être dans ces situations, et il n'y a pas vraiment de solution miracle. Il y a des solutions, il y a des manières de gérer, mais il n'y a pas de solution miracle qui permettent à la fois d'être parfaitement en accord avec sa foi et en même temps de gérer le risque que présentent les informateurs pour une communauté. Ok. Donc ton travail, ça a été de mettre en avant un peu toutes ces stratégies utilisées par la police de New York. C'est ça, ça a été vraiment d'explorer ces stratégies en profondeur et aussi de montrer leurs impacts sur les communautés. C'est pas les seuls impacts d'être dans un dilemme vis-à-vis de la religion. Il y en a qui ont, il y a des individus qui ont arrêté de porter la barbe, d'autres qui ont arrêté de porter le foulard, d'autres qui ont arrêté de fréquenter la mosquée aussi souvent, d'autres qui ont arrêté de s'engager dans des associations, que ce soit des associations qui ont des buts politiques, associations de droits civiques, de protection des droits civiques type CCIF, ou et même associations caritatives, comme en France, il y a, j'oublie là, mais ici c'est Muslim Giving Backs à New York, qui a été surveillé par la police de New York et qui a perdu beaucoup de membres après coup parce qu'ils étaient surveillés. En France, ce serait le Secours islamique, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça a vraiment eu un impact conséquent sur la vie de toutes ces personnes. J'ai interviewé des personnes qui m'ont dit, par exemple, que après les premières révélations qui montraient qu'il y avait des suspicions, tu vois, sur la surveillance du NYPD, mais là, les révélations montraient que tout était surveillé. Tout restaurant musulman, endroit où des musulmans jouent au foot, café, cybercafé, mosquée, madrasa, agence de voyage, tous ces endroits-là étaient surveillés. Donc après, les révélations ont montré l'aspect tentaculaire de tout ça. Une surveillance qui existait même dans les universités avec des membres des associations musulmanes qui étaient des informateurs. La sœur d'une personne que j'ai interrogée a arrêté de lui parler pendant 2 semaines. Et après 2 semaines, la personne que j'ai interviewée l'a confrontée, qui lui a dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, etc. Sa sœur a fondu en sanglots. Elle lui a dit qu'en fait, elle pensait qu'elle et ses parents, donc que sa sœur et ses parents, étaient des informateurs. Donc ça a vraiment eu un impact
aussi sur la psychologie des musulmans à New York et aux États-Unis plus globalement, parce qu'on sait que le FBI faisait également la même chose. L'impact, est-ce qu'il est aussi important en France, tu penses? Je pense pas. Je pense que ça dépend de quoi on parle. Si on parle de l'impact des perquisitions, là, je pense qu'il y a quelque chose d'important à analyser, en particulier sur les personnes qui ont été ciblées, mais aussi sur les personnes qui ont eu peur d'être perquisitionnées parce que musulmanes. Spécifiquement, je pense juste après l'adoption de l'état d'urgence en 2015, dans ces 2 ou 3 Fichiers, tout mois, ça. il y a eu de 2000 perquisitions. Au-delà des fichiers S, il y a plein de gens qui ont été perquisitionnés qui n'étaient pas, qui n'avaient aucune raison de penser qu'ils étaient fichiers S. C'est très dur aussi de savoir parfois si on est fichier S ou pas. Ça, c'est un truc où, à mon avis, il faut creuser. Sur la question des informateurs, moi, j'ai pas de doute que dans les mosquées françaises, il y ait des informateurs. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui est aussi évident qu'aux États-Unis. Et ça, c'est pour une raison particulière, ou pour plusieurs raisons, en fait. L'une d'elles, c'est qu'il y a moins de fuites dans la presse en France sur ce genre de programme. C'est plus, on va dire, que le fait de fuiter une information qui est en contradiction avec les libertés des individus est vu de manière plus positive aux États-Unis qu'en France. Donc, il y a moins de lanceurs d'alerte en France. De ce que j'ai compris de ceux qui se concentrent spécifiquement sur le travail des lanceurs d'alerte en France et aux États-Unis. C'est ça la différence majeure entre les deux pays au niveau des informations auxquelles on a accès. Maintenant, il y a autre chose. Il y a le fait que aux États-Unis, ces informateurs, ils ne sont pas juste là pour surveiller. Ils essaient de créer du trouble dans les communautés. Ils essaient de créer du trouble en créant des problèmes entre les personnes. Ça, c'est possible que ça se fasse en France. Dire, lancer des rumeurs sur telle personne, dire à telle personne que telle personne a dit ça sur elle, etc. Fragiliser certaines communautés qu'on considère comme dangereuses parce que radicalisées, activistes, etc. Peu importe comment on les qualifie. Je ne dis pas qu'elles le sont, hein, pas du tout. Je ne dis même pas que la radicalisation, c'est un truc qui a une quelconque réalité sociologique, mais en tout cas, c'est de cette manière dont c'est traité. Mais il y a aussi autre chose aux États-Unis, et ça, par contre, c'est quelque chose qui n'arrive pas ou n'est pas arrivé à ma connaissance de manière répétée en France. Il y a l'affaire Mera où il y a des zones d'ombre, mais c'est pas exactement ça. Aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle une sting operation. Sting operation, c'est quand tu mets quelqu'un dans un groupe et cette personne va être en charge de voir si ce groupe passe à l'action. Commence à vendre de la drogue, par exemple, commence à fomenter un acte terroriste, etc. Donc, c'est mettre un informateur pour vérifier ça, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui pensent à faire quelque chose dans ce groupe particulier. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce qui se passe, c'est que ces personnes, ces informateurs qui conduisent ces sting operations, elles approchent plutôt des individus qui sont dans des situations de fragilité. Parce qu'elles ont des problèmes de santé mentale, parce qu'elles sont coupées du reste de la société, etc. Qu'elles deviennent leurs amis progressivement, ou même des figures paternelles parfois. Je te donnerai un exemple ensuite si tu veux. Et vont les pousser, non pas seulement regarder et participer, mais vont les pousser et même parfois créer les conditions de l'émergence d'un complot terroriste. Donc, du passage à l'acte terroriste. Et ces informateurs vont parfois même fournir de l'armement réel, mais qui est rendu inoffensif. Il ne faut pas que ça ait l'air d'être un jouet non plus. Et vont pousser ces gens dans la direction d'un acte terroriste. C'est quelque chose qui devrait être qualifié de prise au piège aux États-Unis et qui devrait être refusé par les cours de justice quand ces personnes qui sont prises au piège sont amenées devant les cours de justice. Parce que sans l'intervention du gouvernement, il n'y aurait pas eu de complot terroriste. Certaines de ces personnes n'étaient pas en capacité de construire une bombe ou quoi que ce soit. On parle de personnes qui ne savaient pas utiliser un marteau, par exemple, pour clouer des choses. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont dans des situations de détresse personnelle extrêmement importantes. Et pourtant, aucun de ces cas qui a décidé d'utiliser la défense prise au piège
n'a réussi. Parce que certains acceptent un accord à l'amiable, donc de prendre 15 ans de prison et 30. Mais tous ceux qui ont essayé d'aller au procès, ça n'a pas fonctionné pour eux. Et ça n'a pas fonctionné pour eux parce que dans un contexte post-11 septembre, prendre la décision de ne pas condamner une personne qui a été impliquée dans ce qui est décrit par des institutions comme le FBI, la NYPD, etc., comme un complot terroriste, à grand renfort de conférences de presse, de théâtre devant les médias en faisant exploser la soi-disant bombe qui aurait dû exploser si la personne avait mené son complot à terme, c'est un suicide social. Le juge qui fait ça se retrouvera dans une position où même les jurés qui font ça se retrouveront dans une position extrêmement délicate. Donc il n'y a pas eu de défense prise au piège qui a fonctionné depuis le 11 septembre 2001. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne relèvent pas de la prise au piège. Si tu veux, je te donne un exemple. Je t'en prie. Je ne sais pas lequel choisir parce qu'il y a tellement d'exemples fous. Ouais, ok, je vais prendre celui-là. C'est l'exemple de José Pimentel qui était un haïtien, quelqu'un qui avait des origines haïtiennes, converti à l'islam et qui vivait à New York. Donc, c'était quelqu'un qui consommait de la drogue, donc de la marijuana surtout, qui en a consommé d'ailleurs avec l'informateur. Et c'est aussi une personne qui, depuis son enfance, avait certains troubles psychologiques, avait des hallucinations, on pensait être poursuivi par une sorcière. Par exemple. Et la marijuana, c'était une manière aussi pour cette personne d'aller mieux. L'islam, ça a aussi été une manière pour cette personne d'aller mieux. Quand cette personne s'est convertie, elle a dit qu'elle a trouvé une certaine paix dans la religion musulmane. Donc, c'était quelqu'un d'assez isolé, que ses voisins décrivent, qui vivait dans un logement social, ses voisins le décrivent comme assez apathique, souvent assis sur le même banc, devant chez lui, à regarder dans le vide, etc. C'était quelqu'un dans une situation de fragilité extrême. Donc c'est une personne, si elle est détectée par des services de l'État, plutôt que d'envoyer un informateur discuter avec cette personne, il faudrait peut-être plutôt mettre à disposition de cette personne des services pour que cette personne aille mieux ou essaye d'aller mieux. Ça, c'est peut-être une option. Mais aux États-Unis, ou en tout cas le NYPD a décidé d'envoyer un informateur vers cette personne parce qu'il avait aussi une page d'un blog où il parlait d'islam et partageait parfois des choses dont il ne saisissait pas forcément l'ampleur pour le coup, mais c'était des discours de cadres d'Al-Qaïda par exemple. Ils ont décidé d'envoyer un informateur. Donc jusque-là, pourquoi pas envoyer un informateur si on est dans l'optique que la surveillance sert à quelque chose, pourquoi pas envoyer un informateur pour vérifier que cette personne n'est pas dangereuse. Mais ils ne se sont pas, bien sûr, arrêtés là. Ils ont fait en sorte que l'informateur en question crée une relation de confiance avec José Pimentel et pousse José Pimentel à aller vers un complot terroriste. Et la première idée que José Pimentel a eue quand cette personne l'a poussé vers cette direction, c'est de faire exploser une bombe atomique. Et du coup, l'informateur lui a demandé comment il ferait pour faire exploser une bombe atomique. Et José Pimentel a dit qu'il pensait qu'il comprenait à peu près la manière dont une arme atomique l'uranium était enrichi. Donc il fallait trouver l'uranium quelque part, qu'il allait demander à des gens dans le quartier et qu'il allait le faire tourner dans un seau au bout d'une corde, très très vite, comme une centrifugeuse. C'est pour enrichir l'uranium. Et enfin, c'est quand même. C'est quand même des propos des trucs qui ne marcheraient pas et qui sont ridicules. Bien sûr, c'est ridicule et c'est triste, tu vois. C'est une personne qui n'est vraiment pas en capacité de comprendre ce à quoi elle se prépare. Et l'informateur la pousse et lui dit, bon, ça, c'est peut-être pas un bon plan, on va plutôt faire ce genre de bombe qui est plus facile à faire, on va la faire avec des têtes d'allumettes. Il faut savoir que ce genre de bombe ne marche pas avec des têtes d'allumettes, ça marche seulement avec de la poudre à canon. Mais le NYPD n'a pas du tout dit qu'il s'était procuré seulement des têtes d'allumettes et pas de la poudre à canon. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est pour que la presse ait l'impression qu'il y avait une réelle menace. Et donc James Cromity, qui est donc un individu qui était troublé, qui a dit à l'informateur qu'il avait essayé de se circoncire lui-même à un moment donné, etc., est pris dans ce complot,
ne sait pas vraiment comment fabriquer la bombe lui-même. Du coup, l'informateur va la fabriquer en sa présence. Et une fois que la bombe était finie, prête, soi-disant, le NYPD est allé arrêter José Pimentel. Et José Pimentel, je crois qu'il a plaidé coupable. Et à mon sens, il a eu raison, parce que je ne pense pas que la défense prise au piège aurait marché même dans son cas, parce qu'il y a d'autres cas tout aussi graves où ça n'a pas fonctionné. Et je crois qu'il a pris 21 ans de prison pour charges relatives au support au terrorisme et complot terroriste visant je ne sais pas quoi. Donc c'est le genre de choses. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Il y a un reportage d'envoyé spécial sur ces pratiques, c'est assez intéressant. Et ils en feront pas en général sur les pratiques antiterroristes en France qui peuvent être aussi problématiques, peut-être pas aussi problématiques que celles-là, mais qui peuvent aussi poser problème. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, c'est des théories du complot ou c'est un truc comme ça. On peut pas faire ça à quelqu'un. Et je me suis rendu compte qu'on peut faire ça à quelqu'un aux États-Unis et qu'on peut même faire ça à des centaines et des centaines de personnes, parce que c'est pas la seule personne à qui c'est arrivé. Et du coup, en fait, tout ça pour dire que ce genre de pratiques font qu'on sait dans les mosquées, parce que ces informateurs ensuite souvent doivent aller témoigner quand il y a procès, on sait dans les mosquées qu'il y avait des informateurs. On sait que la personne qu'on considérait comme un ami depuis 10 ans était en fait un informateur. Et il y a un documentaire assez cool sur Netflix sur ce sujet-là qui suit un informateur et qui suit son travail et la manière dont il a trahi sa communauté auparavant, qui s'appelle Terror avec le T entre parenthèses. Il est disponible sur Netflix aux États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'il soit disponible en France, mais c'est un documentaire qui explique très bien la manière dont ces choses-là fonctionnent. Donc voilà, les musulmans à New York savaient qu'ils étaient surveillés, savaient qu'il y avait des informateurs, savaient que ces informateurs allaient même plus loin parfois qu'observer et pousser des gens à l'acte, pousser des gens aussi à parler et les enregistrer, pousser des gens à parler par exemple sur la Palestine et enregistrer juste les moments qui les arrangeaient. Ces informateurs souvent aussi sont payés et plus ils apportent des informations intéressantes, plus ils ont la capacité de rester des informateurs, de continuer à être des informateurs et à continuer d'être payés. S'ils permettent l'arrestation et la condamnation de quelqu'un, il y a des primes qui vont jusqu'à $100 000 pour ces informateurs. Il y a des incentives, il y a des incitations à aller vers ce genre de choses. Donc c'est pour ça que la communauté musulmane était déjà au courant que des informateurs étaient présents dans leur communauté. L'idée qui est montrée au peuple, c'est qu'ils font ça pour protéger la population, mais en réalité derrière, ça marche pas du tout. Enfin, ils trouvent pas grand monde, et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, ils essaient plutôt de légitimer tous les investissements qu'il y a derrière et de pas perdre la face. Complètement, il y a des enjeux financiers, même au niveau personnel. Je viens de parler des informateurs, mais un officier du NYPD qui est en charge d'un informateur et dont l'informateur ramène une arrestation, c'est une promotion à la clé. Donc c'est à chaque niveau, c'est pas juste au plus haut niveau qu'il y a des enjeux financiers, c'est à chaque niveau. À plus haut niveau, il faut justifier les budgets antiterroristes. Donc si on a tant d'argent investi dans l'antiterrorisme et qu'on n'a pas d'arrestation, il devient de plus en plus difficile de justifier les investissements en question. Au-delà de ça, il y a des aspects politiques. Un des cas de personnes arrêtées par ce genre de pratique a été arrêté 3 mois avant la deuxième élection de George W. Bush. Et le timing, le timing et la manière dont Bush s'est approprié un peu cette arrestation, il est quelque peu suspect pour le coup. Donc il y a des enjeux politiques aussi à arrêter des gens, à montrer qu'on fait quelque chose contre le terrorisme. On garde la population en sécurité, on s'assure de la sécurité de la population. Et à côté de ça, il y a aussi une théorisation chez certaines personnes qui sont en charge de mener ces opérations terroristes, qui est bon, peut-être qu'on n'arrête pas des personnes qui auraient véritablement participé à une action terroriste, mais on arrête des gens. Et en arrêtant des gens, on envoie un signal à des personnes qui sont en capacité de le faire, qu'on surveille tout le monde, qu'on est en capacité de les arrêter si elles passent à l'acte, etc., etc. Donc il y a cette idée qu'on dissuaderait les terroristes
en faisant des arrestations régulières de cette manière et en donnant des peines de prison très lourdes. Oui. C'est pas forcément vrai dans le sens où la capacité à dissuader des personnes à s'engager dans la violence politique, c'est pas la même que la capacité de dissuader des personnes à s'engager dans le trafic de drogue, par exemple. Si on s'engage dans la violence politique, il y a une nécessité encore plus importante derrière. C'est on pense qu'il n'y a plus d'autres options que la violence pour se faire entendre. C'est aussi souvent des personnes qui sont prêtes à mourir en commettant l'acte de violence politique. Donc en gros, les dissuasions sont inutiles quoi qu'il arrive. C'est pas non plus quelque chose qui est en capacité de dissuader tant de monde que ça. Et à côté de ça, il n'y a pas tant de personnes, quand on regarde en termes statistiques, il n'y a pas tant de personnes que ça. Même les personnes qui parlent, il y a énormément de gens qui parlent, qui disent moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, etc., qui passent jamais à l'acte. Je crois que le pourcentage de personnes qui passent à l'acte et qui supportent l'usage de la violence politique, c'est 0,009% ou même moins. Donc, c'est tout cet argent qui est investi dans l'antiterrorisme, que ce soit en France ou aux États-Unis, hein, c'est plus, à mon sens en tout cas, plus un spectacle qui permet de faire croire à la population qu'elle est en sécurité et qu'il n'y a aucun risque, qu'un gage réel de sécurité. Et on le voit malgré la surveillance, etc. Quand quelqu'un veut passer à l'acte, il y a des manières très simples de passer à l'acte. Tu loues un camion, tu le remplis de ferraille, comme ça a été le cas à Nice, et tu fonces dans une foule. Et voilà, c'est terminé. Et va détecter ça, va anticiper quelqu'un qui va faire ça. C'est extrêmement difficile. Donc voilà. Ok. Du coup, je voulais juste revenir rapidement sur ton parcours en France. Tu as passé plusieurs diplômes. Tu as fait Columbia. J'ai commencé une prépa que j'ai détestée. Donc, je suis parti au bout de 3-4 semaines. J'ai vraiment détesté cette prépa. Tu as grandi à Paris? Moi, j'ai grandi à Paris, Pierrefitte, Saint-Denis. Cette prépa-là était à Paris. J'ai détesté la prépa, j'ai détesté certains. Il y avait des profs que j'aimais bien et il y avait des profs que je les détestais pas, mais ils m'inspiraient rien. Et il y en avait une en particulier qui était islamophobe. Du coup, ça n'arrangeait rien. C'est d'ailleurs après une embrouille avec elle que je pensais à partir depuis un moment. Et sur la 4e semaine, je me suis un peu embrouillé avec elle et c'est là que j'ai décidé de partir. Parce que bon, c'était pas, j'avais pas à être traité comme ça, tu vois, devant une salle de classe, etc. Et même la manière dont je m'étais emporté, ça m'avait pas plu non plus. Donc si c'était pour avoir 2 ans de ça, c'était pas la peine. Donc ensuite, je suis allé à Paris 13, où il y a un diplôme LEA qui est assez cool, qui est un LEA en assurance internationale et relations internationales. Et j'ai été plutôt intéressé par l'aspect assurance. Je me suis dit, bon, c'est cool, tu voyages, etc., tu fais de l'argent. Mais après, je me suis rendu compte que l'assurance, c'était pas si cool que ça. Et donc, j'ai bifurqué. C'est une carrière cool et confortable, tu vois, mais ça me posait un problème du point de vue personnel et aussi du point de vue théologique. Donc, j'ai décidé d'aller vers autre chose et je suis allé à Paris 8, où il y a l'Institut français de géopolitique, qui est avec l'IFRI, mais qui est l'IRIS, pardon, qui est une autre forme de géopolitique, qui est le centre en France par excellence pour étudier la géopolitique. Donc j'ai fait mon master là-bas. Après la licence, j'ai fait mon master là-bas. Et en 2e année de master, on doit, nous, se rendre sur le terrain. Une des clés de la méthode géopolitique, c'est de se rendre sur le terrain, de parler avec les gens, d'observer, de faire de la cartographie sur le terrain, etc. Et du coup, on se rend sur le terrain. Et sur la 2e année, j'ai décidé de me rendre sur le terrain, non pas pendant 1 mois, comme c'était prévu, mais pendant 5 ou 6 mois. Et donc, comme j'avais commencé déjà à étudier à ce moment-là la surveillance des Marocains de New York, c'est comme ça que ça a commencé, mais ensuite c'est devenu la surveillance des musulmans de New York, au fur et à mesure que les choses ont été révélées. Je me suis retrouvé en fait à devoir aller à New York, et si je voulais un visa qui me permettait de rester 5 ou 6 mois, il fallait que je sois affilié à une institution là-bas. Et ma prof m'a demandé de contacter plusieurs institutions, de leur présenter mon projet de recherche et de voir si ça leur plaisait et si elles étaient prêtes à m'inviter. Et du coup, il y a un institut à Columbia qui a décidé de m'inviter du coup une première fois comme ça. J'y suis allé avec quelques économistes. C'était assez compliqué parce que c'est une ville très chère. Pour le coup, j'ai perdu 12 kilos, mais c'était une expérience assez
c'était une expérience assez ouf. Après, je mangeais pas autant que je voulais. J'étais logé dans des conditions un Juste. peu précaires. Ouais, mais c'était cool, quoi. C'était une bonne expérience. Et en plus, j'étais à Columbia. Du coup, j'avais pas passé beaucoup de temps chez moi. Soit je passais du temps dehors avec des potes, soit j'étais à la library de Columbia, qui est une bibliothèque incroyable, quoi. C'est, enfin, voilà. Tu peux même dormir sur place parce qu'elle est ouverte 24 heures sur 24. Du coup, des fois, je rentrais pas à la maison quand j'avais beaucoup de taf. Euh, donc, ça a été une expérience vraiment exceptionnelle. J'ai bien réussi mon master et du coup, ils m'ont demandé de faire un doctorat pour pousser la question plus loin, pour analyser ce qui se passait là-bas de manière plus fine. Du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire en 2015. J'étais inscrit en 2014, c'est vraiment en 2015 que j'ai commencé à bosser dessus, parce que l'année d'avant, c'était surtout pour trouver des financements. Et je suis retourné à New York en 2015-2016, du coup, avec les financements que j'avais trouvés. Et c'était des financements de la bourse Fulbright, qui est une bourse en fait qui permet à des chercheurs, mais aussi à des étudiants ou des personnes qui veulent faire des échanges de langue avec les États-Unis, de se rendre aux États-Unis pendant 6 mois ou un an, avec une bourse qui te met dans une situation un peu plus confortable. J'avais 2000 $ pour vivre chaque mois, ce qui était beaucoup mieux que ce que j'avais à la première fois que je me suis rendu à New York. D'accord. Pour moi, c'était confortable. Je Mhm. n'avais pas à me plaindre, surtout que j'étais en coloc, etc. Donc ça allait. Et au niveau des études à l'université, il faut payer aussi l'inscription, non? Alors en fait, le, le truc que j'ai fait moi, parce que j'ai toujours refusé de payer pour l'éducation, même en Ouais, France, les dans des écoles et tout, ça me disait vraiment rien. Il y a un statut particulier auquel tu peux, comment dire, que tu peux demander à avoir, c'est le statut de chercheur invité. Et quand tu es chercheur invité, même si on te fait payer, on ne te fait pas payer beaucoup en général. Et moi, on m'a pas fait payer du tout, en fait. Il y avait deux instituts. Il y avait un institut, en fait, l'école de droit de Columbia voulait aussi, était aussi prête à m'inviter en tant que chercheur invité. Ils me demandaient de payer 5 000 $ tous les semestres. Donc, je d'accord. voulais pas payer 5 000 $ tous les semestres. Mais l'Institute for the Research of Religion and Public Life m'a invité gratuitement. Et du coup, D'accord. j'ai été affilié à cet institut les deux fois, avec accès à tous les avantages d'un étudiant de Columbia, de bibliothèque en Ouais. particulier, mais Ouais, aussi, c'est une bonne astuce pour faire des études supérieures. même pour faire de la recherche, un master, etc., pour partir pour un échange. C'est une bonne astuce si on est dans un master recherche de partir comme ça, parce que ça évite d'assurer les coûts astronomiques. Mhm. Une université comme Columbia, qui est quand même c'est 50 000 $ par an, Ouais. c'est juste l'inscription. C'est pas le logement, la bouffe, etc. C'est juste l'inscription. Il y en a des moins chers que Columbia. Et Columbia offre aussi des bourses pour les personnes qui, sur critères sociaux, mais aussi critères académiques. Si une personne écoute ça, qui a un dossier béton, qu'à côté de ça, elle a un niveau d'anglais exceptionnel, et qu'elle est dans une situation où elle ne pourra jamais se payer Columbia, il faut quand même qu'elle candidate, parce que c'est une personne qui peut obtenir ce qu'on appelle un full ride. Et full ride, c'est elle n'a pas besoin de payer les frais d'inscription, mais n'a pas non plus besoin de payer la nourriture et le logement qui lui sont Mhm. offerts par l'université de Columbia. Et ça existe dans d'autres universités aussi. Il faut pas se... Si j'avais su tout ça, en fait, à l'époque où j'ai fini le lycée, j'aurais candidaté à des universités américaines et canadiennes également. C'est bien à savoir. J'ai rencontré ma femme du coup sur le deuxième séjour. Et du coup, je continuais mon doctorat, à écrire des articles universitaires, machin, etc. En même temps, je faisais un peu de volontariat pour le CCIF. Je bossais aussi à côté quand j'en avais l'occasion, sur des petites missions, etc., de prise de parole en public en particulier. Ça, c'était juste pour faire un peu d'argent sur le côté. C'est sympa aussi, c'est un truc que j'aime bien, la prise de parole en public. Mais, Mhm. mais c'était aussi pour faire des sous, parce que c'était plutôt bien payé, du coup, voilà. Mais, D'accord. mais, euh, mais donc voilà, je venais de rencontrer la personne avec qui j'allais me marier, donc ça a pris pas mal de temps. Et ensuite, comme elle devait rester aux États-Unis, on a pris la décision que je viendrais aux États-Unis, en tout cas dans un premier temps. On rentrerait peut-être en France plus tard, ou qu'on irait peut-être même ailleurs, au Canada, ou en Espagne, j'en sais rien. Que les États-Unis, en tout cas, c'était peut-être pas le plan à long terme, mais que c'était le plan à court terme. Mhm. Du coup, pour qu'elle puisse finir ses études. Et du coup, j'ai pu, par des contacts que je m'étais fait, par des conférences que j'avais données ici,
et des conférences auxquelles j'ai été invité par des associations d'étudiants musulmans, etc. J'ai pu rentrer avec des profs qui m'ont vu parler, etc. et qui se sont dit que je pourrais éventuellement commencer à enseigner. Et du coup, maintenant, j'enseigne au John Jay College, qui fait partie de la City University of New York, donc l'université de la ville de New York, qui est un réseau d'universités publiques, et qui se concentre sur c'est John Jay College for Criminal Justice. Et en gros, c'est une université qui se concentre sur l'étude de la criminalité, de la police, du système judiciaire, et non pas seulement son étude orthodoxe, mais aussi son étude critique, critiquer ces institutions. Donc, ce que je fais, ça rentre plutôt bien dans les clous de cette université dans laquelle j'aimerais rester à terme. Donc, faites dua pour moi, Inch'Allah. Je ne suis pas permanent, mais j'espère le devenir bientôt, Inch'Allah. Super ça. Cool. Bah, écoute, on arrive bientôt à la fin du podcast. J'ai quelques petites questions pour terminer. Selon toi, qu'est-ce qui manque à la communauté musulmane aujourd'hui? Genre un truc qui te frappe, tu vois, qui te dit si la communauté genre était formée dans ça ou faisait ça, bah, elle irait tellement mieux. Je pense pas que c'est une formation qui manque à la communauté musulmane. Je pense que ce qui manque à la communauté musulmane, ou aux communautés musulmanes pour être plus précis, c'est de ne plus autant être attaché ou ne plus avoir autant d'amour pour le pouvoir. Et le pouvoir sur toutes ses formes. Le pouvoir au sein d'un comité de mosquée, le pouvoir dans des associations musulmanes, mais aussi le pouvoir, j'entends, au sens étatique. La capacité et je parle des communautés musulmanes de manière très générale. Là, je parle en particulier de certains leaders. Je ne parle pas de la majorité, mais malheureusement, ces leaders, ils font, à mon sens, énormément de mal à la communauté. La capacité, ou en tout cas l'appétit d'une grande partie, pour moi, des musulmans pour des concepts liés à l'État moderne, l'intégration, machin, etc. C'est un problème énorme parce que ça nous empêche de voir, alors qu'en plus, notre tradition l'explique très bien, que tout ça, c'est des illusions. Que ce qui compte, c'est pas tout ça, c'est pas l'intégration, c'est pas comment dire, de rentrer dans les mécanismes de l'État, de faire partie de cet État moderne. C'est la justice. C'est la justice et le respect des autres. Et malheureusement, je vois beaucoup de leaders qui sont prêts à même avoir un discours qui attaque d'autres communautés pour se positionner comme des communautés qui sont en concordance avec la République. Des communautés qui sont parfois éloignées d'elles, communautés LGBTQ, je pense à des communautés aussi qui se réunissent autour des questions d'ethnie, de race, etc. Mais je pense aussi à des personnes au sein de la communauté musulmane. Des personnes qui vont dire que ah oui non, ces musulmans là ils sont pas, c'est des mauvais musulmans, les musulmans par exemple les musulmans du Sénégal ou de Syrie, ça c'est des mauvais musulmans, il faut pas les prendre par exemple. Mais nous les Marocains, je dis ça parce que je suis marocain, nous les Marocains on a un islam vraiment de paix, machin, etc. Et c'est dans plusieurs sens que tout ça se passe. Et c'est aussi l'attaque constante qui moi ne me plaît pas, des salafs. Ou de ceux qui se considèrent comme salafs, qui se revendiquent du salafisme plutôt. Moi, c'est pas ma manière de voir. Il y a des choses sur lesquelles on va être d'accord avec des personnes qui se définissent comme salafistes. Et il y a des choses sur lesquelles on va pas être d'accord. Et il y a des nuances chez les salafistes aussi. Il y a plein de gens qui le pratiquent de manière qui sont rattachés à ce système de pensée de manière différente, et de manière plus ou moins forte. Et moi, c'est pas le truc duquel je me revendique. Et je me revendique d'ailleurs juste musulman. Je me revendique pas d'une secte particulière ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment un problème avec l'attaque constante d'une partie d'entre nous, des salafistes, en les tournant ridicules, en disant que ouais, c'est vrai qu'eux, ils sont vraiment obscurantistes, etc., et que c'est eux le problème dans la communauté, etc. Je pense que c'est un piège, je pense que c'est un piège qui
dans lequel on a envie de s'engouffrer parce qu'on a l'impression qu'on apparaîtra comme meilleur et comme plus républico-compatible si on s'engage dans ce genre de discours. Mais c'est pas le cas. La plupart des gens déjà ne font pas de différence entre un salafiste et un musulman. Et par ailleurs, c'est pas en jetant sous le bus les personnes qui sont les plus touchées par comment dire les mesures étatiques islamophobes qu'on subit, qu'on se sortira de la situation dans laquelle on est aujourd'hui en France. Donc ça, je pense que c'est le truc qui me chagrine le plus. L'amour du pouvoir qu'on a, est-ce que ça nous mène à faire parfois? Je vois ce que tu veux dire. Pour finir, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as une ressource que tu recommandes qui t'a particulièrement marqué? Un livre, une vidéo, un podcast, peu importe. Je peux en citer plusieurs. Ouais, vas-y, pas de souci. Pour les podcasts et pour les news, pour les nouvelles en général. Je vous conseille d'aller checker ceux qui parlent anglais, ceux qui maîtrisent un peu l'anglais, The Intercept. The Intercept, c'est un média du coup américain indépendant qui fait du très 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 bon travail d'analyse sur plein de sujets différents, qui parle surtout des États-Unis, mais qui s'intéresse aussi à la situation internationale. Ils ont quelques articles sur la France et sur l'islamophobie en France, par exemple, qui sont écrits. Il y en a un par Murtaza Hussein et il y en a un autre par, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais c'est sur les musulmans, Mélenchon, etc. en France, qui est intéressant. Plus intéressant sur la situation américaine. Ils ont des podcasts chaque semaine. Il y en a un qui s'appelle Deconstructed, c'est fait par Mehdi Hassan, et l'autre c'est The Intercept, le site, et c'est Intercepted, le podcast. Et Intercepted, c'est avec Jeremy Scahill. Donc ça, c'est une très bonne ressource constante pour avoir des news, pour avoir des news de manière critique. Pas un langage prémâché, etc. Pas des trucs consensuels, mais des trucs qui sont là pour donner du fil à retordre au pouvoir. Et c'est ce que la presse devrait faire, à mon sens. Donc ça, c'est la première ressource que je voulais donner. Deuxième ressource, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, une biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a plusieurs. Faites des recherches, voyez laquelle vous convient le mieux. Il y a plusieurs approches. Mais ensuite, biographie de Malcolm X, pour l'exemple d'une personne de religion musulmane dans une époque contemporaine. C'est pas super contemporain, mais c'est plutôt contemporain, et ça parlera à beaucoup de gens aujourd'hui, qui a su garder sa dignité et qui a su, dans une certaine mesure, rester loin de l'amour du pouvoir. C'est important à lire. C'est vraiment un truc qui m'a changé. Et je pense que c'est aussi l'histoire d'un musulman, quoi. C'est un musulman noir. Et ça nous permet aussi de penser l'islam comme une religion noire. Ce qui est important aussi, dans le sens où on a un problème parfois avec ça dans nos communautés, ou surtout chez nous, les Nord-Africains et les Arabes, on a tendance à penser que l'islam, c'est une religion arabe, et les autres, ils sont musulmans, mais ils doivent nous suivre, quoi. Je pense qu'il faut remettre ça en question également. Super. Bah, écoute, Ibrahim, je te remercie beaucoup. Si quelqu'un a une question ou souhaite suivre tes travaux, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, je suis sur Twitter. On peut me joindre sur Twitter assez facilement, mais si je réponds un peu moins rapidement là-bas, vous pouvez m'envoyer un mail. Je n'ai pas de problème à donner mon adresse email. C'est Ibrahim, comme mon prénom, .bechrouri, comme mon nom de famille, @gmail.com. Ça, c'est pas mon souci. Et sinon, dans Facebook, etc., je ne suis pas vraiment. Du coup, Twitter et email, c'est le mieux, je pense. Super. Je mettrai tout ça en description. Écoute, Ibrahim, je te remercie beaucoup pour ton intervention et notre échange. Je te souhaite bon courage pour la suite, et on y croit à la position à temps plein de l'université, Inch'Allah. Grave. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage, c'est extrêmement important. Et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait, ou sur ton application de podcast. Par ailleurs, j'ai réalisé un petit questionnaire pour savoir un peu quels sont tes épisodes préférés, les thèmes que tu préfères. Donc voilà, ça prend 2 minutes à remplir. N'hésite surtout pas à me donner ton avis, ça me ferait très plaisir.
À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.